Bonjour, nous allons vous présenter la soudure, un exemple de soudure CMS, donc avec comme objectif de reproduire ce petit module qui est en fait le module GPIO démo du projet Domotab. Donc ça c'est le résultat auquel on doit arriver aujourd'hui, sachant que notre point de départ c'est le module en kit que vous pouvez commander sur notre site et qui vous permet en fait de recevoir tous les éléments nécessaires à l'assemblage de notre module GPIO démo. Donc le kit comprend premier élément, le PCB, qui va vous permettre de monter tous les composants dessus. Un kit de soudure, donc de la soudure en gel. C'est en fait un gel comprenant des petites billes d'étain qui permettront de faire la soudure des composants CMS. Un certain nombre de composants, les composants traversants dans un petit sachet, et encore quelques éléments. Donc un pochoir CMS qui va permettre d'appliquer la soudure sur le PCB, et un jeu de composants CMS qui se présente sous cette forme, ce qui nous permet d'avoir tous les composants identifiés et un plan qui donne les endroits où il faudra placer les composants, donc exactement l'emplacement, si je le mets dans le bon sens, sur notre PCB. Voilà. Donc, en termes d'outillage, pas grand chose. Ça se fait très simplement avec une pince à épiler. Alors, si vous avez, c'est un peu plus pratique avec une pince qui a un embout un peu plus fin, ce qui est plus pratique pour prendre les composants CMS qui peuvent être parfois assez petits, puisque les plus petits font un demi-millimètre sur 1 millimètre. Voilà, donc un matériel très simple. Et nous verrons pour la suite que pour faire la soudure, il y a plusieurs solutions. Nous utiliserons une plancha. C'est aussi possible avec une poêle, un four ou n'importe quel système qui vous permettra de monter au-delà de 220 degrés pendant quelques dizaines de secondes. Voilà, donc nous allons attaquer. Alors, la partie la plus importante, c'est de bien garder notre plan à portée de main pour savoir où placer les composants. Ces parties-là, je vais les enlever pour l'instant puisque ce sont les composants traversants que nous assemblerons après. Et donc, on va commencer par la première étape qui consiste à mettre la soudure sur le PCB. Alors pour ça, donc, on a fait découper en découpe laser ce qu'on appelle un pochoir CMS, qui, de par son épaisseur et la taille des trous qui sont faits dedans, nous permettent de placer la bonne quantité de soudure sur le PCB pour pouvoir poser les composants par-dessus, et lors de la cuisson, faire fondre la soudure et souder les composants sans qu'on ait d'intervention à faire, ce qui nous permet d'avoir une soudure très précise. Alors, avec les pochoirs CMS ont été faits en découpe laser par la fabrique d'Objets Libres. Le procédé est très simple et nous permet en fait d'avoir un pochoir CMS qui est assez facile à positionner. Donc je mets juste un petit peu de pâte à fixe de part et d'autre du PCB, ce qui va me permettre de maintenir, je vais en mettre moins, de maintenir le pochoir pendant l'application de la soudure. Alors le but c'est qu'il ne dépasse pas, qu'il affleure avec la surface du PCB pour que le plastique soit collé, soit juste en surface du PCB et que la quantité de soudure corresponde exactement à l'épaisseur du film plastique. Donc sur les pochoirs, nous avons mis une petite partie détachable qui permettra, une fois qu'on aura mis la soudure, de racler la soudure qui sera en surplus pour obtenir la bonne quantité de soudure sur le PCB. Donc là, c'est l'étape la plus délicate qui est le positionnement de notre pochoir. Alors l'intérêt des pochoirs comme ça en plastique, c'est que par transparence, on voit très très bien où on doit être positionné et cela facilite grandement le positionnement. Alors, j'ai pas suffisamment fait dépasser la pâte à fixe, ce qui fait que ça ne colle pas. Alors, je précise tout de même,
ce qu'il faut savoir, c'est que même si le positionnement du pochoir n'est pas absolument parfait, par capillarité, lors du chauffage, la soudure viendra se positionner naturellement sur les pastilles du PCB et sous les pattes des composants, ce qui permettra d'avoir un résultat correct, même si le positionnement n'est pas parfait. Voilà. Donc, une fois que cette étape est suffisamment bien faite, on passe à la suivante, qui est d'ajouter en fait de l'étain. Donc, ça se présente comme ça, sous forme d'une petite seringue, qui a un capuchon et un embout qui permet de mettre une quantité suffisamment limitée d'étain. Alors, puisque j'ai déjà utilisé, j'utiliserai un embout qui a déjà de l'étain à l'intérieur pour éviter d'en salir un de plus. Hop. Et donc là, on va mettre un petit peu d'étain aux endroits où on aura besoin de soudure. Donc là, il ne faut pas hésiter à en mettre un peu plus. De toute façon, nous raclerons le surplus avec le petit élément qui est prévu sur notre pochoir. Alors, il faut bien en mettre partout où il y a besoin de laisser de l'étain. Hop là. Voilà. Donc il est possible d'en rajouter. Alors l'intérêt c'est que cette pâte d'étain sèche très lentement. Donc s'il y a besoin, on peut rajouter de l'étain, revenir en arrière. Et si lorsqu'on enlèvera le pochoir, on bouge trop ou qu'il y a des manques, on pourra très bien recommencer. Il suffira d'enlever l'étain du PCB, replacer notre pochoir et recommencer. Donc là, tout simplement, avec la petite raclette, on vient racler de façon à ce qu'il y ait de l'étain de partout sur le masque, sur le pochoir. Voilà, donc bien appuyé. Alors en appuyant, ça permet en même temps de faire attention à ce que le pochoir soit bien plaqué sur la surface, ce qui permet de bien faire attention à ce que la quantité d'étain restante corresponde bien à l'épaisseur du pochoir. Voilà, on fait attention à ce qu'il y en ait de partout. S'il y a besoin, on peut racler un petit peu pour en récupérer là où il y en a trop, pour en ramener sur les zones qui n'ont pas encore été alimentées en étain. Donc après, on racle comme ça avec cette petite raclette pour enlever le surplus, toujours en essayant de bien appuyer pour que l'épaisseur, la quantité d'étain corresponde bien à l'épaisseur du pochoir. Voilà, ça a l'air pas mal. Et donc, une fois que ceci est fait, on va pouvoir enlever notre pochoir. Donc, en essayant de soulever d'un côté et en maintenant de l'autre côté pour ne pas glisser et donc pour ne pas déplacer l'étain qui a été positionné. Donc là, tout simplement comme ça. Hop. Et là, si on regarde, normalement, nos trous sont vides, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc, il faudrait recommencer. Mais il reste... Non, pas suffisamment. Il faudra recommencer puisqu'on n'a pas suffisamment d'étain qui est resté sur le... Alors, nous revoici. Donc c'était juste un petit problème de batterie et pendant ce temps j'en ai profité pour nettoyer le pochoir, donc enlever le surplus d'étain et surtout pour enlever tout l'étain qui avait été mis sur le PCB pour pouvoir recommencer et donc essayer cette fois de mettre la bonne quantité de soudure et qu'elle reste sur le PCB et non pas sur le pochoir. Alors je recommence l'étape de placement. Voilà. Je remets de la soudure. Donc là, ne vous inquiétez pas, dans un kit de soudure, dans une seringue, on doit avoir de quoi faire entre 50 et 100 cartes comme celle-ci, voire plus. Donc vous avez de quoi vous entraîner et faire plusieurs essais s'il y a besoin. Hop. Donc je reprends le petit cache plastique qui va permettre d'étaler l'étain.
et je racle, comme tout à l'heure, en faisant bien attention parce qu'il y en a eu deux partout, et encore une fois on enlève le surplus. Insister sur le microcontrôleur pour être sûr qu'il y ait bien la bonne quantité d'étain. Et cette fois, on enlève un petit peu plus doucement pour que l'étain reste bien. Voilà, donc là, j'ai plus d'étain sur mon PCB. Alors, il y a plein de traces, mais j'ai toutes mes pastilles qui sont restées ici sur le PCB. Voilà, donc là, je me retrouve avec de l'étain sur tous les endroits où je vais devoir poser les composants. Donc, l'étape suivante, et bien maintenant, c'est le placement des composants CMS sur notre PCB. Alors, je rebouche l'étain pour l'instant. Donc, avec l'aide du petit capuchon noir, on peut reboucher notre seringue pour éviter que le gel sèche et que toute la seringue devienne inutilisable. Hop. Donc maintenant, à l'aide du PCB, du schéma de placement et des composants qui sont identifiés ici, nous allons pouvoir positionner les composants aux bons endroits. Alors attention, les composants une fois sortis de leur emballage ne sont pas tous identifiés, et donc faites bien attention à les sortir un par un de façon à ne pas mélanger les composants. Voilà. Alors, autre indication, je vous conseille, c'est un avis personnel, mais je vous conseille de commencer par les petits composants CMS qui ont tendance à bien coller au gel pendant qu'il est frais, ce qui permet de les maintenir et que si la carte bouge, il reste en place. Et inversement, de finir par les gros composants CMS comme le microcontrôleur pour que le gel ait commencé à sécher et qu'il vous soit facile de repositionner le composant sans que le gel s'étale sur tout le PCB. Voilà. Je vais prendre une chaise. Hop là. Alors, je vais donc commencer par des résistances. Donc, j'ai ici les noms des résistances, R3 et R4. J'ai deux résistances et sur le schéma, je vois R3 et R4 vont ici. Donc, je commence et là, je referai la même chose pour tous les composants. Donc, j'enlève le petit film plastique qui protège, qui maintient les résistances dans l'emballage. Alors avec la pince épilée, c'est souvent plus simple. Hop. Voilà. Alors à noter, pour les résistances, donc là ça fait vraiment des tout petits composants, il n'y a pas de sens. Donc il suffit de les prendre et de venir les positionner au bon endroit sur le PCB. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai donc placé les deux résistances, ici, R3 et R4, sur leur emplacement sur le PCB. Je continue, donc là, c'est un travail itératif. On fait ça pour chacun des composants qu'il faut placer sur le PCB. Alors là, le scotch décolle automatiquement. Donc cette fois, j'ai pris le composant FB1, qui est une perle de ferrite, qui vient en fait à cet endroit-là, et qui sert en fait à filtrer une partie des parasites qui arrivent sur l'USB, sur l'alimentation USB. Voilà, je vais continuer avec alors la C1 et C5 qui vont un à côté de notre perle de ferrite, et C1 en fait vient ici plus bas à côté du reset. Alors là, l'ordre n'a absolument aucune importance. Il faut juste tous les placer.
Voilà pour C5. Et voilà C1. On continue avec... Alors j'ai tendance à faire d'abord les composants les plus gros, puis les tout petits composants au format 0402 en dernier. À savoir que ceci n'existe plus sur le module GPIO démo final. Mais l'utilisation de ce module nous permet de vous montrer qu'on peut aller jusqu'à des composants très petits sans aucun souci. Alors, j'ai donc pris R1, R2 et R5 qui se trouvent être, je le cherche, j'ai R5 ici et R1 et R2 ici. Hop, alors, il n'y a pas de sens, maintenant c'est quand même plus sympa de poser les résistances avec la partie noire sur le dessus, puisqu'il y a quand même une indication dessus qui permet de lire la valeur, même si en soi cela ne change pas quoi que ce soit sur le fonctionnement. Hop. Je vais passer aux résistances R7, R12 et R13. Hop. Alors donc je le redis encore une fois, faites attention à ne pas tout décoller de la feuille d'un coup, puisque sinon l'identification des composants sera plus possible, pour certains en tout cas, et on se retrouve avec un grand nombre de composants inutilisables. Donc on a R13 ici. Hop, alors n'hésitez pas à appuyer légèrement sur le composant pour le faire adhérer à la soudure et faire en sorte qu'il ne puisse plus se décoller du PCB. Hop. Donc j'ai dit R7, R12 et R13. J'ai R13 ici, j'ai R7 et R12, les trois sont juste à côté en fait. Hop là. R10 et R11 qui sont les résistances des LED de l'USB. Hop, alors forcément elles se mettent à l'envers. Encore une fois. Non, on va les laisser sur le doigt. Hop. Donc, R11. Et là, je constate qu'il y a un des plots de la résistance qui n'a pas de soudure. Alors ça ne pose pas de souci, c'est même un très bon exemple. Nous allons quand même positionner la résistance. Elle sera soudée sur l'autre plot lors de la soudure à la plancha. Et vous verrez qu'il est très très simple de venir rajouter un petit peu de soudure après coup, en utilisant l'étain liquide sans problème, même sur des tout petits composants comme cela. Ensuite, je vais passer au tout petit condensateur. Alors, j'ai besoin en fait de 5 condensateurs. Alors si j'ai dit une bêtise, il restera des condensateurs format 0402. Ce sont tous les condensateurs de découplage de microcontrôleurs et du pont USB Ethernet. Donc là, ce sont les composants C2, C3, C4, C6 et C9 qui se trouvent ici, C2, C3. C6 et C9, et oui, il y a aussi le condensateur de découplage du capteur de température, U4, qui se trouve juste en dessous. Donc C4 en dessous du U4. Donc, alors attention si vous mettez les doigts sur le PCB de ne pas les mettre sur l'étain, sans quoi il faudra recommencer depuis le début. Donc C2 et C3 ici.
Hop, et il me reste C6 et C9. Alors les composants étant très petits, on a tendance à en mettre un petit peu plus dans le kit. Au cas où certains décident d'aller se promener ailleurs, il vous en restera normalement largement suffisamment. Hop. Hop, donc là il y en a 2 en trop. C'est pas grave. Ensuite, je vais attaquer avec la LED bicolore. Je vais poursuivre plutôt avec la LED bicolore. Alors sur celle-là, il n'est pas possible de se tromper de sens, puisqu'elle a 3 pattes, 2 d'un côté et une de l'autre. Si je parviens à l'ouvrir. Hop là. Hop, la LED bicolore qui se trouve ici. Alors là, même chose, l'empreinte n'est pas parfaitement adaptée, mais c'est une chose que nous avons corrigée sur la dernière version du PCB. Donc il s'agissait de la LED D1. Je vais poursuivre avec les 2 LED au niveau de l'USB, alors qui elles par contre ont un sens. Donc nous avons mis sur la feuille avec les composants un petit schéma. Alors la couleur des LED n'a pas d'importance, vous pouvez les mélanger. Par contre, donc nous avons mis un petit schéma qui donne dans quel sens il faut mettre la LED sur le PCB. Et ce n'est pas forcément la partie la plus évidente, puisque cela dépend en fait d'une petite différence sur la partie inférieure de la LED. Les pastilles sous la LED n'ont pas la même taille pour la cathode et l'anode. Donc nous avons mis ici un petit schéma qui vous donne la position, et sur le schéma, l'information, donc la cathode, le moins, est du côté de U5, du composant. D'accord ? Donc le moins, qui est la partie où il y a le petit trait, le petit supplément de pastilles sous la LED, doit se trouver du côté du composant U5. Donc là, on regarde sous la diode, on constate que une des pastilles est un petit peu plus longue, donc là, vers moi, sur le composant que je tiens. Je vais donc le positionner avec cette partie-là vers le composant, donc dans ce sens-là. Et comme je disais, la couleur des LED, les 2 LED ont la même tension, seule leur couleur change. Et on peut donc les inverser. Alors par contre, elle s'est mise en travers. Il faut arriver à la positionner. Hop, donc je regarde dessous et c'est ainsi. Voilà, alors j'ai fait bouger les résistances qui se trouvent à côté. Je peux les repositionner juste en les décalant. Et je fais de même avec la deuxième LED. Hop. Donc la partie qui doit être vers U5 est de ce côté. Voilà, elle se trouve cette fois-ci en face de moi. Et je viens positionner la LED et j'ai encore fait bouger les résistances, donc je les remets en place. Voilà. Et j'ai fait bouger plus de choses que ça encore. Hop là. Ensuite, eh bien, il nous reste
les composants les plus complexes, à savoir le capteur de température. Hop. Alors, le capteur de température a un petit détrompeur qui vient se positionner selon... Donc le petit détrompeur, il n'est pas évident, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer à la caméra. C'est un tout petit point qui se trouve ici, là, et qui en fait doit se positionner à l'endroit où on a la petite encoche U4 ici. On la voit très légèrement sur le PCB. Donc attention à bien le positionner dans le bon sens, sans quoi ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, donc là le positionnement est très simple. On a fait en fait la partie la plus compliquée qui est toutes les résistances et les condensateurs CMS. Après, alors le composant U3 qui est en fait une porte multifonction. Hop. Et là pareil, il y a aussi un petit point dessus, très léger, et qui vient se positionner sur le même principe en fonction de l'encoche qui est prévue. Alors, hop, c'est dans ce sens. Ensuite, je vais positionner les deux interrupteurs qui servent au reset et à la programmation. Alors la même chose, nous avons tenté de trouver des tout petits composants pour gagner en place disponible sur le PCB. Malheureusement, ce sont des composants qui ne sont pas très pratiques d'utilisation, des interrupteurs qui ne sont pas très pratiques d'utilisation et qui seront remplacés par des boutons poussoirs beaucoup plus pratiques et beaucoup plus gros sur la version finale. Et on arrive aux deux derniers composants qui sont les plus importants. Donc le bridge USB série, qui même chose dispose d'un détrompeur, un petit trou sur le dessus, qu'il faut placer correctement par rapport à l'encoche qui est dessinée sur le PCB, ou qu'on revoit ici sur le schéma. Hop, on fait attention à ce qu'il soit bien aligné par rapport aux pattes. Voilà, on appuie un petit peu dessus, sans le faire bouger si possible. Voilà. Alors, le positionnement n'a pas besoin d'être absolument parfait, parce que comme je disais tout à l'heure, par capillarité, le composant viendra se positionner correctement lorsque l'étain deviendra liquide. Par contre, il ne faut pas qu'il soit décalé d'une patte, sans quoi il se soudera décalé d'une patte. Et le dernier composant qui nous intéresse, donc le microcontrôleur de NXP, donc LPC1224, que l'on vient positionner ici. Alors là, même chose, toujours pareil, un détrompeur, hop, dans ce sens-là, et on vient le positionner sur là. Alors là, je constate qu'il y a trop d'étain sur le PCB, donc là, il suffit d'en enlever, tout simplement, en voulant gratter un petit peu, de façon à ce qu'il y ait un petit peu moins d'étain sur le PCB et qu'il n'y ait pas de court-circuit lors du chauffage. Hop. Donc je positionne le microcontrôleur. Alors l'intérêt c'est que là l'étain a commencé à devenir un petit peu plus sec et je peux repositionner le composant sans souci. Et donc maintenant qu'il est en place, j'appuie légèrement dessus pour qu'il vienne faire le contact correctement avec l'étain et qu'il ne bouge plus. Voilà.
Alors, ce qui n'empêche pas de continuer à le repositionner si on n'est pas content du positionnement. Voilà. Et je n'ai donc plus aucun composant ici. Alors, par contre, autre chose que je n'ai pas dit au début, c'est que vous avez le choix sur ce module entre un connecteur micro USB, qui se trouve ici, ou un connecteur USB type A, standard. Donc, si vous désirez utiliser ce connecteur, il faut au préalable supprimer cette partie du PCB avec une pince coupante ou une scie à métaux. Dans notre cas, nous allons créer un module qui utilisera le connecteur micro USB et par conséquent, je n'ai pas supprimé la partie de la petite avancée du PCB qui nous permet de positionner ce connecteur. Alors là, il y a des petits trous qui permettent de positionner très facilement le connecteur. Hop, s'il ne reste pas collé au doigt. Voilà. Donc là, tous les composants ont été positionnés. Nous allons donc maintenant passer à l'étape suivante, qui est la cuisson de notre circuit. Donc pour ça, comme je disais tout à l'heure, nous allons utiliser une plancha. Je fais un peu de place. Hop. Et hop. Donc, la plancha est une solution. Un appareil à crêpes ou une poêle ou un four conviennent aussi parfaitement. Il suffit que l'appareil en question monte un petit peu au-delà de 220 degrés pendant quelques dizaines de secondes pour que la soudure se fasse. Alors, quand est-ce que c'est prêt? C'est assez simple à voir. L'étain en fait change de couleur. Je ne sais pas si on le verra bien ici. En fait, on voit l'étain des pastilles fondre et devenir brillant, argenté. Et ce qui indique que l'étain a fondu. Et une fois que c'est le cas pour toutes les pastilles, on enlève le PCB de la plancha et on le laisse refroidir. Voilà, donc là je vérifie qu'elle soit à fond pour que ce soit plus rapide. Et on laisse chauffer. Alors c'est une étape qui prend quand même quelques minutes. A noter qu'il peut y avoir un petit peu de fumée qui sort, qui semble sortir du PCB, c'est tout à fait normal. Il y a un gel avec les billes d'étain qui s'évapore pendant la montée en température. Voilà. Et le PCB peut lui-même contenir des substances qui elles-mêmes vont s'évaporer pendant la montée en température. Alors, ça peut sembler évident, mais la température de la plancha monte, n'y mettez surtout pas les doigts, et ne touchez pas le plateau. Même chose si vous utilisez une poêle, cela devient très très chaud.
Alors là, on a les premières soudures qui commencent à changer de couleur. Ça se voit ici, ça se voit ici. Là aussi, ça commence à prendre. Le composant là est soudé. Les condensateurs, là il reste encore les résistances. Là on voit, ah très bien, on vient de voir les empreintes du composant USB qui se sont soudées. Bon, s'il reste quelques éléments à reprendre, c'est pas grave, il vaut mieux ne pas insister trop longtemps une fois que ça a commencé à chauffer. Et donc là, il faut sortir la plaque sans la toucher puisque elle est accessoirement à la température de la plancha. Donc là, laissez-la refroidir. On peut tout de suite couper le chauffage de la plancha. C'est fait. Et laisser refroidir. Alors, très rapidement, on a un refroidissement de l'étain. Et là, on a désormais soudé nos composants. Voilà. Alors, il nous reste encore 2 étapes. Une première étape qui va consister à faire finir de fondre les quelques points de soudure qui n'ont pas voulu fondre à la plancha. Supprimer, alors avec l'aide de la tresse à dessouder que nous avons mis dans le kit de soudure qui est parti au loin. Donc voilà, dans le kit de soudure, nous vous avons mis un petit peu de tresse à dessouder, ce qui va vous permettre à l'aide d'un fer à souder de supprimer les quelques éventuels points de soudure qui ont les quelques points où il y a eu trop de soudure et qui font des courts-circuits entre les pattes des composants. Donc, alors ça c'est parfaitement faisable avec n'importe quel fer à souder. Hop. Je vais réutiliser un petit peu de pâte à fixe pour positionner, pour maintenir la carte, le PCB en place pour que ce soit plus simple. Et donc à l'aide de la tresse à dessouder, je vais pouvoir venir enlever les endroits, la soudure, le surplus de soudure aux endroits qui posent problème. Alors on le voit principalement ici. Et c'est le seul endroit, puisque à cet endroit-là, il faudra le vérifier sur le schéma, en fait les deux pattes sont de toute façon reliées par une piste, donc tenter d'enlever la soudure serait peine perdue. Alors attention quand vous avez justement, quand vous cherchez à détecter ce genre de faux contact, vérifiez bien sur le schéma qu'il n'y ait pas une piste entre les deux points que vous essayez de dessouder, sans quoi vous allez pouvoir y passer très très longtemps sans y parvenir. Alors, le fer à souder est désormais chaud. Je vais pouvoir venir positionner la tresse à dessouder sur l'endroit où j'ai trop de soudure. Je viens chauffer avec le fer à souder par-dessus et en tirant, la tresse à dessouder a absorbé le trop-plein de soudure, ce qui permet d'enlever le faux contact, le court-circuit qu'il y avait entre les deux pattes du composant. Hop, je vais vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres. Alors c'est aussi le moment, s'il y a des endroits où la soudure semble ne pas avoir parfaitement fondu, de la faire fondre. Hop. Et cela va être aussi le moment de venir, alors en fait c'est les points où il n'y a pas assez de soudure et non pas à des endroits où elle n'a pas fondu. Alors pour rajouter de la soudure, donc comme je vous disais tout à l'heure sur la résistance où il n'y a pas eu assez de soudure lors de dépôt de la soudure avec le pochoir, vous allez voir qu'en fait avec notre petite seringue et un simple avec une pince à épiler ou n'importe quel élément pointu, en fait, on va pouvoir venir déposer un tout petit peu de soudure de pâte à l'endroit où il y a un manque et venir la faire fondre avec le fer à souder, ce qui nous fait un point de soudure très précis, très fin,
alors que sans avoir besoin de matériel, alors que faire la même chose avec un fil d'étain peut s'avérer relativement complexe. Donc je vais faire de même pour les composants d'à côté qui visiblement ont eu peu de soudure aussi. Donc là, l'étape la plus compliquée, c'est le dépôt d'une quantité limitée de pâte d'étain, mais ce n'est pas une étape critique puisque vous pouvez recommencer jusqu'à être satisfait de la quantité de soudure que vous avez laissée à l'endroit où vous voulez refaire votre soudure. Voilà. J'ai encore un endroit qui semble avoir besoin de plus de soudure ici. Hop, je vais devoir reprendre de la soudure. Alors là, pour le coup, vu qu'il y a moins de composants autour, je vais le faire directement à la seringue. Hop. Je vais reprendre les soudures de la diode LED bicolore qui a en fait tourné et qui n'est pas soudée correctement. Voilà. Hop. Voilà, et l'ensemble des composants. Et maintenant, là, j'ai aussi un composant qui n'est pas correctement positionné. Hop. Et voilà, l'ensemble des composants CMS est désormais soudé. Et pour finir l'assemblage de notre circuit, il nous reste à assembler les composants traversants qui se trouvent normalement tous dans ce petit sachet. Alors, il y a plusieurs éléments, à commencer par les petits jumpers aux pattes de millimètres qui viennent ici, qui servent à sélectionner la position de la liaison série, donc à croiser les pins RX et TX en fonction de si vous désirez utiliser l'adaptateur USB série pour dialoguer avec le microcontrôleur ou avec quelque chose qui serait connecté sur le port P1 qui est le connecteur UXT. Donc pour simplifier la soudure, je viens positionner de la pâte à fixe pour maintenir le connecteur, ce qui me permet de le retourner sans qu'il s'échappe. Je prends la soudure qui se trouve dans le kit de soudure et avec le fer à souder, donc là on est sur de la soudure très très simple, je viens faire fondre la soudure sur chaque patte. Hop, voilà. Pour souder le connecteur. Voilà, un connecteur de soudé. Ensuite, le jumper J1, donc, qui lui est en fait ici pour vous permettre de sélectionner la tension utilisée comme référence pour les convertisseurs analogiques numériques. Donc, s'il y a le jumper, vous utilisez l'alimentation 3,3 volts du microcontrôleur. Si vous supprimez le jumper, vous pouvez, puisque c'est un jumper au pas de 54 mm, de 2,54 mm, vous pouvez très bien utiliser une alimentation externe, une autre tension de votre choix. Alors là, j'ai pas assez enfoncé le connecteur. C'est mieux. Ensuite, le connecteur UXT, alors qui pourrait être soit en connecteur femelle comme c'est le cas ici, mais qui pourrait très bien être utilisé sous forme de connecteur mâle et dans ce cas-là mis sur le dessus pour conserver l'ordre des pins sur le connecteur. Donc là je viens souder cette fois par en dessus les 10 pins du connecteur UXT.
J'ai désormais un module fonctionnel. Reste à sélectionner le sens dans lequel vous voulez connecter tous les autres connecteurs au PAD 254. Alors, à savoir, ce que je n'ai pas précisé, si vous connectez dessous le connecteur UXT, vous n'aurez plus la possibilité de mettre sur le dessous, erreur que j'ai fait ici, l'ensemble des autres connecteurs au PAD 254 et de les mettre après sur une plaque à trous, typiquement comme on trouve, elles sont juste derrière. Sur ce genre de plaque à trous, puisque l'espacement a été prévu pour pouvoir être mis sur ce genre de plaque, mais à condition qu'il n'y ait pas le connecteur du même côté. Donc dans notre cas, nous allons mettre nos connecteurs sur le dessus pour permettre l'utilisation avec des fils de façon très simple. Donc là, il y en a plusieurs. Alors je ne pourrai pas tous les maintenir avec le même morceau de pâte à fixe. Je vais donc commencer par ceci. Hop, un côté de fait. Je vais désormais mettre les connecteurs qui vont de l'autre côté. Hop, et bien ça c'est fait. Donc ça c'est que le connecteur micro USB n'a pas été soudé correctement sur le connecteur. Donc on reprendra ça au fer à souder sur le PCB. Alors pour éviter ce genre de désagrément, il aurait fallu que je commence en fait par souder les pattes de maintien du connecteur pour éviter qu'il ait la mauvaise idée d'essayer de partir. Donc c'est qu'il n'a pas suffisamment en fait lors du chauffage, il n'a pas suffisamment fondu et qu'il a donc pu qu'il a pu se détacher de la carte. Alors, donc là, il suffit de venir réchauffer chaque patte. À condition qu'elle soit en contact. Donc là, je vais venir déposer un petit peu plus d'étain à l'aide de la seringue toujours sur chacune des pattes des pastilles sur le PCB. Voilà. En les faisant fondre avant, cela permet de laisser juste la bonne quantité d'étain. Je vais nettoyer la panne du fer à souder pour éviter d'avoir un surplus d'étain
sur la panne du fer, venir positionner ici. Alors en fait le connecteur micro USB et refaire fondre l'étain que j'ai positionné sur chacune des pastilles. Hop, et ce jusqu'à ce que chaque pastille soit bien soudée à chaque patte du connecteur micro USB. Voilà, et cette fois je vais venir souder le connecteur, donc en remplissant de soudure les trous qui se trouvent ici et là, ce qui évitera qu'il puisse y avoir de force exercée sur le connecteur, ainsi que les deux petits trous que l'on trouve là et là. Voilà, cela maintient définitivement le connecteur, il ne peut plus y avoir de force exercée sur les pattes et il ne pourra pas se déconnecter à nouveau. Voilà, nous avons désormais un connecteur, un module GPIO démo fonctionnel, complètement soudé, et nous allons pouvoir passer à l'étape de test.